Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Comme elle a dit, je suis Annie Bosson. J'ai 3 actes à ma corde, c'est-à-dire j'ai une entreprise de prestation de services, principalement de conciergerie aux entreprises. J'ai une boutique de vêtements féminins et d'accessoires. Et je suis aussi dans le transport des élèves dans les établissements privés. Je vous remercie. Annie Jo nous a pas parlé de son engagement au service du Seigneur. Est-ce que Annie Jo milite quelque part? Je suis membre du RPCI, du réseau professionnel chrétien catholique, chrétien. Je suis à part cela aussi membre de la vision Hébron du MICI, du ministère d'intercession catholique pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà qui est dit. Annie Jo est membre du RPCI et membre du MICI. Merci Madame Bosson d'avoir accepté notre invitation. Donc Annie Jo, c'est ma sœur vu que je suis membre du RPCI aussi. Donc à la suite de Annie Jo, Evra va prendre la parole pour également se prêter au même exercice. Shalom à tous. Shalom. Comme elle disait, je suis Evra Nguesson. Dans la vie professionnelle, je suis chargé d'affaires grande entreprise. Précisément, je gère en fait au niveau d'une banque de la place des grandes entreprises. Voilà, comme bon, je ne vais pas citer certaines entreprises, pas la peine. Et au niveau du ministère, je suis vice-président du ministère d'Intercession catholique pour la Côte d'Ivoire. Et je suis chargé en fait de tout ce qui est construction au niveau de la grande vision Hébron-Ivoire. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Okay. Merci Évrard. Voilà toutes les cordes à l'arc de Évrard. À la suite de Évrard, Franck va se présenter. Ok, shalom à tous. Shalom. J'espère qu'on me reçoit parfaitement. Je suis Franck Adjambri, cofondateur du groupe Trust Africa Partners, qui regroupe 4 entreprises dans le secteur de la communication, des finances, de la technologie, du conseil et du e-santé. À côté de cela, je suis consultant formateur en tout ce qui est gestion de finances personnelles, consultant marketing et communication dans certaines entreprises. Et au sein du RPCI, je suis dans la team IIF, à savoir le fonds d'investissement, nouvellement constitué avec certains responsables. Merci. Merci beaucoup, Franck. Donc, comme vous avez constaté, on a un panel constitué de professionnels de tout genre et leur particularité, c'est qu'ils militent tous dans la grande vision Hébron-Ivoire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Consommer réseau, pourquoi et comment réussir. Donc, d'entrée de jeu, on va déjà définir les thèmes parce qu'on parle de réseau, on parle de pourquoi, de comment réussir, on parle même de consommer réseau. Donc, on va éclaircir déjà à l'entame de cette session d'échange. Je vais laisser chaque formateur nous donner un peu sa définition du réseau. C'est quoi un réseau? Par exemple, on dit on est le réseau du professionnel chrétien influent. On entend les Libanais évoluent en réseau. On entend les Juifs font tout en réseau. Mais c'est quoi en fait que ce terme-là comporte? Donc, on va commencer par Annie Jo. Je me lance. Je dirais qu'un réseau, c'est déjà une organisation. Une organisation dont les membres travaillent en liaison les uns et les autres pour un objectif commun. Merci, Madame Bosson. Je suis convaincue que Évrard va faire une définition. Je voulais rappeler que tous ceux qui nous suivent en ligne peuvent poser des questions. Donc, Zoom, c'est une application très simple. Vous pouvez soit utiliser le chat, soit lever tout simplement la main. Nous voulons cet échange interactif, donc n'hésitez pas. Voilà, donc comme Annie Jo a eu à le dire, c'est toujours dans le même sens. En fait, c'est un réseau professionnel qui vocation de permettre à l'ensemble des adhérents de réaliser des objectifs dans l'intérêt commun de tous. Voilà, c'est des objectifs qui seraient difficiles en fait à chacun des membres du réseau d'atteindre s'ils y aillent de façon individuelle. Donc, le réseau est constitué pour faciliter un certain nombre de choses, pour permettre à l'ensemble en fait des adhérents de pouvoir atteindre cet objectif commun. Merci Évrard. Donc, à Franck, on va demander de mettre l'accent sur un réseau d'affaires. Vu son background,
on va lui demander de nous donner cette définition-là, mais de s'axer sur la définition de réseau d'affaires. D'accord. Je pense que c'est étymologiquement, comme ils l'ont dit, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de rassembler un certain nombre de personnes. Mais lorsqu'on est dans un contexte d'affaires, c'est que ces personnes partagent pratiquement les mêmes objectifs, ont ont la même vision. Donc, le réseau d'affaires peut être défini comme généralement ce qu'on appelle networking. C'est un groupe de personnes, que ce soit professionnels, qui sont beaucoup plus dans le domaine professionnel, qui se mettent ensemble dans l'objectif de créer des opportunités d'affaires. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité au sein de ce réseau-là, on ne peut pas donner le sens de réseau d'affaires. Il faudrait que l'objectif qui puisse se réunir, ou l'un des objectifs qui puisse se réunir ce groupe-là, c'est vraiment de discuter, de pouvoir collaborer autour de vraiment d'idées d'affaires. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes pour toutes ces définitions. On retient qu'un réseau, c'est un ensemble de personnes qui ont des objectifs communs et en se rassemblant, c'est plus facile pour eux d'atteindre ces objectifs-là de façon succincte. Donc, on va maintenant prendre vos avis. On va déjà faire un point sur la situation actuelle avant même de savoir pourquoi et comment réussir. On va déjà faire un point sur la situation actuelle. De votre point de vue, comment vous évaluez la consommation réseau? On va dire déjà au sein de la vision, ou bien même de façon générale. Est-ce que même les Ivoiriens, de façon générale, c'est des personnes qui consomment réseau? Et on va aller encore plus de façon spécifique. Nous, on a un réseau, on a une grande vision, par exemple. Comment vous évaluez le niveau de consommation réseau à ce niveau-là? Donc, on va faire l'inverse cette fois. On va commencer par Franck et puis on va terminer par Annie. D'accord. Malheureusement, moi, mon constat là, il est négatif du point de vue national, hein. C'est-à-dire, les Ivoiriens ne sont pas hyper réseau. Pourtant, le constat, il est clair. On ne peut pas évoluer aujourd'hui dans ce monde-là en dehors. Je pense que l'idée de réseau même a fait naître ce qu'on appelle l'idée de communauté. Parce que c'est au sein d'une communauté qu'on arrive à se développer beaucoup plus. Lorsqu'on essaie de parcourir un peu la Côte d'Ivoire, on voit que très peu d'Ivoiriens se sont mis ensemble pour créer des choses. Généralement, c'est l'inspiration des étrangers, ouais, loin d'avoir un comportement xénophobe. C'est le comportement des étrangers qui a peut-être fouetté l'orgueil de certains Ivoiriens qui ont décidé de se mettre ensemble. Donc, comme vous voyez, les réseaux les plus forts en Côte d'Ivoire, selon certaines statistiques, c'est le réseau libanais, c'est les Nigériens, mais il y a très peu d'Ivoiriens. Donc, ça, c'est déjà un contexte qui est à revoir, puisque il faudrait qu'on passe du simple fait de consommateur à producteur. Or, lorsqu'on veut s'inscrire dans une dynamique de production, on ne peut plus aller seul. Parce que généralement, vu la situation économique qui est globalement dominée par les expatriés, c'est difficile. Et lorsque je reviens au contexte même vraiment singulier qui est le réseau chrétien, je pense que là, il y a beaucoup de difficultés. Certains peinent à se mettre ensemble. Même quand ils arrivent à se mettre ensemble, il y a pas mal de choses à l'intérieur qui fait que ce réseau-là est fragile. Donc, certainement, dans le vif du sujet, on va parler des difficultés qui font que c'est difficile de vraiment évoluer en réseau, surtout chrétien. Parce que déjà, il y a l'unicité, il y a le fait qu'il y a l'égoïsme. C'est vrai qu'on veut se cacher cela, mais ce sont des réalités qui perdurent, qui font que c'est vraiment fragile au sein des réseaux chrétiens. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Il ne faut pas tout dire parce que tu sais, il y a Evra et Anijo. Donc, à ce que Franck... ce qu'on pourra ajouter sur le commentaire de Franck, c'est que je pense que c'est beaucoup plus profond. Quand on parle de réseau, de professionnels, d'hommes d'affaires, on parle d'abord d'hommes d'affaires. Les Ivoiriens n'ont pas en fait vocation, n'ont pas eu cette éducation en fait à chercher à faire des affaires. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu ma maîtrise, on m'a conseillé fortement, mes parents m'ont demandé réellement de passer le concours de l'ENA. C'était une exigence pratiquement. Même au privé, même en fait, on considère que le privé présente encore des risques, même le privé. Donc, travailler même au privé déjà, donc là maintenant, aller laisser ses études pour se jeter dans une affaire, c'est vraiment un concept général par rapport à notre éducation. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à avoir à ce niveau-là. Maintenant, lorsque je reviens au niveau de la vision Hébron, moi, pour l'instant, je ne peux pas définir la vision Hébron comme un réseau. Voilà, c'est une grande communauté composée de plusieurs entités. On n'est pas encore au stade de réseau. D'accord, le point de vue d'Evrar est donné. Anijou, quel est ton avis sur la question? Sur la question de réseau en Côte d'Ivoire. Je rappelle la question, c'est vraiment de donner son avis.
de façon générale et après de venir plus particulièrement à notre contexte? Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, déjà, l'Ivoirien, il est déjà à la base individualiste. C'est par la force des choses qu'on se met en réseau. À la base, on n'est pas porté communauté, c'est par rapport à c'est plutôt à cause de un objectif bien précis à atteindre qu'on se met en réseau. Donc, on est individualiste et on aime rester dans notre zone de confort. C'est-à-dire, la zone de confort, c'est ne pas fournir d'efforts. Si on a le minimum, qu'on arrive à subvenir à ses besoins primaires ou bien peut-être même à d'autres besoins, on n'aime pas fournir des efforts. On est là parce qu'on n'a pas la même mentalité. Quand vous voyez la mentalité du Nigérien et la mentalité de l'Ivoirien, c'est franchement aux antipodes. Nous, on va à l'école pour avoir un poste dans l'administration. Eux, ils vont à l'école pour changer leur esprit, le mindset, pour ouvrir, pour avoir une ouverture d'esprit et pour créer son entreprise déjà. Nous, on n'a pas la fibre entrepreneuriale. Ok. Donc, travailler en réseau, c'est difficile. Voilà. Donc, en fait, avec cette première question concernant les avis, on a déjà quand même touché un peu le premier point parce que les intervenants parlaient de mentalité. Annie Jo a parlé de caractère individualiste de l'Ivoirien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera approfondi dans cette question. En fait, on se demande, mais pourquoi on n'y arrive pas? Évrard a dit, même pas la vision comme il considère juste la vision comme un ensemble de groupes et c'est réel. Mais on entend dans tout ce que vous dites en fait que le problème est vraiment profond, comme il a dit à l'entame de son propos. Donc maintenant, je vais vous demander d'approfondir en fait, selon vous, les difficultés, les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, des raisons qu'elles soient profondes, qu'elles soient... Oui, comme Annie Jo l'a dit, hein, il faut voir, il faut aller puiser ça, il faut aller voir même le fond du problème. Je pense que traditionnellement, beaucoup plus les francophones n'ont pas appris ce sens de communauté-là. On, on cherche à évoluer seul. Ça, je pense que l'origine même, c'est nos premières valeurs, nos valeurs ancestrales. Puisque quand tu prends le francophone, l'objectif, c'est vraiment d'avancer au mieux que possible, pouvoir engranger le maximum de diplômes, pouvoir rentrer, travailler et faire la fierté de la famille. Là-bas, c'est une personne qui réussit et tout le monde en profite. Mais lorsque tu vas dans un contexte beaucoup plus anglophone, peut-être à côté de nous même, que je prends le Ghana comme le Nigeria, c'est une personne qui fait l'ensemble de la communauté. Donc, la communauté se forme à partir d'un ensemble. Donc, l'individu n'évolue pas seul, il évolue en groupe. Il y a certainement un exemple à ce sujet-là que je vais donner qui va peut-être éclairer certaines personnes. Il y avait une formation à Dakar et il y a pas mal de personnes qui ont été sélectionnées, dont des Ivoiriens, des Nigériens, etc. Et le constat qui s'est fait nous a beaucoup plus, moi, m'a alerté sur le fait que c'est difficile d'évoluer ensemble. Pendant que les Ivoiriens, comme on sait si bien le faire, hein, chacun prend sa valise, bien chic, choco, chacun va à l'aéroport, il prend son avion, il arrive à Dakar. Pourtant, on devait tous arriver ensemble, puisque les billets sont sortis ensemble. Mais chacun est arrivé seul à l'aéroport, à peine même si on s'est adressé les paroles. Pendant ce temps, les Nigérians, depuis le fait qu'ils ont su qu'ils partaient pour une formation, ils ont fait tout pour se réunir avant, échanger sur la question, essayer de voir qui fait quoi, et comment cela se fait. Ils sont arrivés ensemble à Dakar, ils ont logé dans le même hôtel, ils ont travaillé tout au long du séminaire ensemble. Bon, il y avait pas de, ça ne devait pas étonner les personnes qui aient fait les meilleurs résultats lors du séminaire. Vous dites combien de fois c'est difficile pour nous francophones, beaucoup plus ivoiriens, parce qu'il y a la fierté derrière. On ne veut pas se coller à l'autre et c'est vraiment difficile. Moi, je pense que le problème même, il a cherché au plus profond de nos valeurs. Je peux dire, on a une société en perte de valeurs. On a laissé nos propres cultures ancestrales pour adopter les cultures extérieures, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir revenir à la réalité. Bon, on peut arriver quand même. Merci beaucoup, Franck.
Franck n'est pas dans une logique de fatalité, c'est sûr, il a dit à la fin de son propos, on peut y arriver quand même, mais le problème est profond. Moi, je voulais plutôt maintenant m'adresser de manière globale. Moi, je voulais plutôt mettre le point sur le réseau professionnel, le réseau qui nous concerne. Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je pense qu'on a créé le réseau avec de bonnes idées, mais finalement, on s'est retrouvé comme un groupe de prieurs. Quand je dis groupe de prieurs, c'est-à-dire on prie, mais on n'est pas dans l'action. Les autres sont dans l'action. Sont dans l'action. On est un groupe de prieurs. Il y a le manque de volonté. Et surtout, on est dans le réseau, mais on est plutôt préoccupé par nos promotions, par des choses qui ne sont pas... On est professionnel chrétien. On doit impacter, on doit influencer. Si tu n'as pas le mind, si tu n'as pas le blé, excusez-moi du terme, c'est-à-dire si tu n'es pas bien positionné en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas s'étonner. Tu ne peux pas agir, tu ne pèses pas de tout ton poids. Et on ne consomme pas, quand je dis réseau, c'est-à-dire on ne porte pas à bout de bras les projets de nos frères. Moi, je pense. Et après on se plaint quand on devient maintenant promoteur, qu'on n'est pas porté par les autres. Donc, moi, je pense que c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Dans le domaine du réseau. Surtout les réseaux chrétiens, entre griffes chrétiens. On prie beaucoup, mais on n'est pas beaucoup dans l'action. On n'a pas encore fait mourir en nous le vieil homme. C'est que le Seigneur nous a déjà tout donné, moi je pense. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Il nous a donné l'intelligence, il nous a déjà tout donné, il nous a constamment bénis. Et moi, ça me fait mal qu'on soit là pour dire, Seigneur, je prie pour que tu me donnes de l'argent, Seigneur. On doit plutôt prier pour avoir des idées divines et puis s'entraider. On ne doit pas rester dans la prière. Mais frères chrétiens, il faut qu'on se bouge en fait. Oui, moi j'aimerais intervenir un peu plus en prenant l'exemple de notre vision, la vision Ivoire. Voilà, donc on pourrait considérer par exemple que tous les membres de la vision constituent par exemple un réseau autour du projet du centre de retraite ou bien même du centre multidimensionnel. Je peux vous assurer que depuis j'ai la gestion en fait de ce patrimoine-là pour la construction et autres, en moyenne, on tourne autour de 50 à 55 personnes par année à cotiser réellement pour le projet. 55 personnes. Je prends l'exemple, par exemple, du projet Mon Refuge. Là, on n'a même pas encore atteint 30 personnes. Tout ce qui est en train d'être évolué là a été fait par une vingtaine de personnes. Et il y a des personnes qui donnent à un certain niveau qui permet en fait aux travaux d'avancer. Déjà, en fait, pour expliquer un peu la mentalité dans laquelle on est, de façon générale. Donc, on parle de réseau lorsqu'on a un projet commun. Donc là, je peux dire par exemple qu'on a un projet commun. Et on sait tous que ce qu'on est en train de faire, c'est glorifier Dieu. Tout le monde est conscient de cela. C'est pour aimer davantage Dieu et pour bénéficier nous-mêmes encore davantage. Mais qu'est-ce qui fait que nos frères et sœurs en fait ne s'intéressent pas en fait au projet ou bien ne sont pas forcément intéressés au projet? Moi, j'ai regardé, il y a certaines choses que j'ai eu à comprendre. À chaque fois qu'on a organisé des rencontres, les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi, les gens se sont manifestés. Donc, ça signifie qu'il y a un problème de communication par moment. Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, on est dans le réseau, je ne sais même pas que Anijo a un magasin de vêtements hommes et femmes, je ne sais même pas. Donc, comment je vais aller faire des achats chez Anijo aussi, je ne sais pas qu'elle a une entreprise qui vend, par exemple, des habits. Donc, l'un des premiers problèmes, je pense qu'il y a un véritable problème de communication. Voilà. Maintenant, on est en train de parler de réseau professionnel d'hommes d'affaires. Donc, pour que ça puisse marcher, il faudrait que la vision ait des hommes d'affaires, pas des professionnels du monde. En fait. Nous tous, on est professionnels quelque part, mais on n'est pas des hommes d'affaires. C'est là le vrai problème parce que, regardons, prenons l'exemple de Anijo qui a un magasin aujourd'hui qui vend des habits. Il y a une entreprise de distribution, plusieurs entreprises
qui gravitent autour. Mais franchement, il y a une chaîne de valeur. Si dans sa chaîne de valeur, là, moi, je regarde, que je me rends compte qu'il y a 2 ou 3 entreprises dans le secteur, moi, j'interviens à une des chaînes de valeur, automatiquement, son projet m'intéresse, plus ou moins, j'y gagne quelque chose dedans. Et aussi, ça peut créer, si on arrive à se positionner sur les différentes chaînes de valeur, franchement, ça va permettre à plusieurs personnes de la vision de devenir des hommes d'affaires. Et à côté de cela, à intéresser le maximum. Parce que si on est 2 ou 3 ou 4, on est 2 ou 3 ou 4 à avoir un projet, on a forcément des amis qu'on peut influencer directement sans forcément une grande communication pour intégrer le projet. Quand par exemple, aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui se lancent dans les projets d'élevage de poulets. Mais qui a pensé, par exemple, à voir où on achète euh, les différents intrants pour fabriquer la nourriture des poulets? Non, on n'y pense pas. Mais cette personne, elle va forcément l'acheter quelque part, elle va forcément vendre à certaines personnes. Mais on n'a pas en fait des entreprises dans la vision. On a des hommes, on a des professionnels. On n'a pas encore beaucoup d'entreprises qui permettent en fait de fédérer autour d'un projet commun. Parce que l'idée, c'est ça. Il faut qu'on ait un projet commun. Quel est le projet commun lorsqu'on se met en réseau? Merci, merci Evra. Je pense que je vais encore appuyer beaucoup plus, c'est-à-dire en disant simplement, je pense que le constat, il est vraiment clair. On n'a pas encore compris le véritable sens même de se mettre ensemble. C'est ça le véritable problème. Parce que on se cache derrière l'idée de religion pour échapper à une certaine réalité. Je pense qu'il faudrait qu'en tant que chrétien, on comprenne que, parce que j'ai l'impression que les chrétiens ont peur d'avoir de l'argent, quoi. Je sais pas. Je me dis que c'est ça le problème, certainement. Et voilà, j'ai l'impression que quand on parle de milliards pour devant un chrétien, il se dit non, c'est pas, voilà, il est effrayé, il s'étonne. Mais ça doit, je pense que, bien au contraire, la parole l'a dit clairement, hein, je ne pense pas qu'un chrétien, véritablement chrétien, doit être pauvre. Ça, je ne suis pas sûr de ça. Un véritable chrétien qui est vraiment ancré dans la prière, qui est malheureux, qui est pauvre. Donc, je fuis l'idée même de pauvreté dont on parle spirituellement. Genre, il faut être pauvre, pauvre, pauvre. J'ai l'impression que c'est ce on aborde comme vêtement et puis on marche avec. Ce qui fait qu'on n'est pas impliqué dans la vie même de la communauté, dans la vie même du réseau. Parce qu'une chose est d'intégrer un réseau, une autre chose est de participer à la vie du réseau. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit ceci, hein. Je vais le dire. Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Pour dire quoi? Pour dire, seul, on peut aller vite, mais lorsqu'on est ensemble, c'est d'aller loin. Mais il y a l'impression que l'esprit des personnes, c'est d'aller vite, être toujours le premier, être toujours devant les autres. Or que nous sommes dans un monde qui n'a plus besoin de coureurs de fond, de vitesse, mais beaucoup plus de ceux qui font tout ce qui est marathon. Parce qu'on est dans un monde de marathon. Donc, il faudrait qu'on comprenne qu'en tant que chrétien, peu importe hein, la communauté d'où on vient, du moment où on décide de se mettre ensemble dans un réseau d'affaires, il faudrait une certaine implication. C'est vrai qu'il y a ce problème de communication, mais moi, je vais plutôt même parler d'un problème d'éducation. Puisque à la base, si on n'a pas été éduqué à ça, on n'a pas été éduqué au fait qu'on doit évoluer dans une communauté et après s'informer ou se former, parce qu'il y a aussi l'esprit de formation, il y a l'idée de formation aujourd'hui qui est vraiment en manque. Parce que lorsqu'on est dans un réseau, il y a des personnes qui sont dans des réseaux, mais qui ne savent pas véritablement pourquoi elles sont dans ce réseau-là. L'essentiel, c'est que quand je viens, je retrouve le SG, je retrouve telle personne, c'est l'essentiel. Mais cette personne-là ne voit pas au-delà du fait que le fait de se mettre ensemble déjà, avoir une idée commune, la développer ensemble, faire en sorte que cela puisse être une réalité est une autre chose. Et puis, comme je l'ai dit d'entrée, il ne faudrait plus qu'on pense production, il ne faudrait plus qu'on pense consommation, il faudrait qu'on pense plutôt production. Parce que si on s'inscrit dans une perspective uniquement de consommation, on sort carrément de l'objectif global d'un réseau. Parce que le fait de se mettre en réseau nous emmène à produire. Parce que l'idée, comme l'a développé Evra, c'est de créer quelque chose à partir d'un ensemble. Donc, si on s'inscrit simplement dans le fait de simplement consommer et fuit l'idée de production, on s'égare carrément de l'objectif de se mettre ensemble. Parce que je pense que les puissants réseaux d'affaires sont dans une dynamique de construction, de création, pas dans une dynamique de consommation.
Moi, je voulais ajouter qu'on a un manque d'esprit d'équipe. C'est-à-dire, on vient, on est dans le réseau, mais on n'a pas l'esprit d'équipe, on n'a pas l'impression de faire partie d'une team. C'est-à-dire, quand eux avancent, nous devons avancer avec lui. Donc, c'est difficile de consommer réseau ou bien de faire prospérer le réseau parce que chacun est individuel, chacun vient avec ses problèmes, chacun a ses targets personnels. Donc, on a du mal. Et surtout le partage, le don de soi. Parce que faire partie d'un réseau, c'est aussi faire preuve de générosité. Quand je parle de générosité, ce n'est pas de manière financière, mais de don de soi et de partage. De son temps et prendre plaisir et être heureux pour les autres. Aider les autres à obtenir, à gravir les échelons dans le monde du business et participer à cela. Un petit coup de pouce parce qu'il faut être heureux comme les Juifs le font. C'est-à-dire quand les Juifs, ils ont décidé que l'argent circule au moins 7 fois dans leurs mains avant que ça touche une autre personne. C'est-à-dire si on doit fabriquer du pain, le boulanger doit acheter son blé chez un Juif. Quand le boulanger fait le pain, il vend le pain au Juif. Le Juif, quand il a besoin de, comment je vais dire, acheter peut-être le beurre pour manger le pain, c'est chez un Juif. Et on voit que tout le monde devient riche. Tout le monde devient riche parce que tout l'investissement que chacun fait, ça profite à chacun à son niveau. Mais il faut déjà avoir ces entreprises-là pour pouvoir fonctionner en réseau et pour que certains ne se sentent pas lésés. Je comprends aussi la réaction de certains parce qu'ils sont là, ils ont l'impression d'assister à l'évolution des autres parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quoi faire. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, mes frères. Ouvrons les yeux. Et juste pour compléter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, donc le temps que Franck Hervé prenne la parole, donc ce que je voulais ajouter, c'est que moi je vais essayer de développer d'autres aspects parce qu'ils ont dit l'essentiel. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est-à-dire aujourd'hui, aucun d'entre nous, peut-être que c'est fait, je ne sais pas, n'a décidé par exemple de faire une étude par rapport aux besoins des membres de la vision. Qu'est-ce que réellement, en fait, que je peux faire qui puisse intéresser le maximum des membres de la vision? Donc, si par exemple une étude est faite dans ce sens-là, ça te permet automatiquement de détecter les besoins imminents des membres de la vision en termes de consommation, bien sûr, et de développer une chaîne de valeur qui pourra emmener d'autres membres à créer des entreprises qui seront greffées en fait à ton entreprise. Donc, comme je disais tout à l'heure, en plus de ça, il y a la méconnaissance des différents projets des autres membres. Parce que, vous savez, je ne sais pas si j'ai dit malheureusement, tout le monde n'est pas forcément appelé à devenir chef d'entreprise et tout ça. Mais tout le monde peut être actionnaire, en fait, à une idée. Vous voyez un peu? Donc, il faut forcément que des personnes qui ont ces idées-là, qui sentent en fait l'appel d'être chef d'entreprise, l'appel de créer, parce que la prise de risque, malheureusement, n'est pas donnée à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, le frère ou bien la sœur savent à peu près peut-être ce qu'ils ont eu à subir dans la création d'une entreprise. Donc, il faut être vraiment armé, pas avoir un moral assez fort pour pouvoir surmonter toutes les difficultés, pour pouvoir s'en sortir. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la vision, il faut que ceux qui sentent cet appel-là, ceux qui sentent cette prise de risque, ça puisse faire émerger leurs idées et emmener leurs frères à participer en fait à la mise en place réelle de ces idées-là. C'est vraiment important. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une prise de connaissance, une prise de conscience du moins collective de l'ensemble des membres de la vision
autour du projet commun. Donc, il faut qu'on sache déjà quel est le projet commun lorsqu'on a un réseau. Il faut qu'on sache clairement quel est le projet commun. Aujourd'hui, si au niveau de la vision, on se considère comme un réseau, je suppose qu'on va d'abord développer certaines entreprises pour qu'on puisse parler des réseaux de professionnels en termes d'affaires et autres. Mais il faille que tous ensemble, on puisse savoir quel est l'objectif de la vision. Quel est l'objectif commun de la vision? C'est d'impacter quels sont les domaines d'activité dans lesquels la vision va avoir un impact important et un impact fort. Aujourd'hui, quand on regarde Hébron Ivoire, c'est beaucoup plus axé sur le social et autres. Donc, on est en train d'avoir un impact là-bas parce qu'on a décidé d'avoir un impact là-bas. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on peut avoir un impact. Et si on décide, par exemple, de pouvoir créer une microfinance, comme le frère disait tout à l'heure en termes d'investissement, de fonds d'investissement et autres, si on décide de créer un fonds d'investissement, on essaie de déterminer toutes les entreprises nécessaires autour en fait, de ce fonds qui pourront permettre à l'idée d'émerger et d'impacter réellement notre nation. Donc, si on a un fonds d'investissement, quels sont les domaines d'activité dans lesquels, par exemple, ce fonds veut intervenir? Une fois qu'on a identifié ces domaines d'activité-là dans lesquels le fonds veut intervenir, ces domaines doivent aussi doivent avoir été choisis préalablement par rapport aux besoins de la population cible. Donc, une fois que c'est établi, après, ces entreprises qui doivent bénéficier de ces fonds, on doit les créer nous-mêmes. Et comme je dis, il y a certaines personnes que Dieu a habilitées en tout cas à pouvoir diriger ce genre de groupe. Donc, on peut les identifier, ils peuvent se manifester au travers des formations et des échanges d'idées. On peut identifier ces personnes et les emmener à prendre ce risque-là avec nous. Maintenant, après, c'est une question d'investissement. Si tu as un bon projet, que tu arrives à l'exposer au travers de la vision, je suis pratiquement sûr que tu pourras avoir des actionnaires qui auront confiance en toi. On a expérimenté, ça n'a peut-être pas marché, on n'a pas eu du mal avec certains frères à accompagner un frère qui avait une vision. Voilà, on n'avait pas forcément le temps d'y aller avec lui, mais on a mis nos fonds ensemble pour l'accompagner. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais ça a été une formation pour nous par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc aujourd'hui, par exemple, si je veux répartir dans ce domaine à moi-même, je sais ce que je ne dois pas faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. On n'a pas encore cette mentalité-là développée. Et pour la développer, nos panélistes nous donnent déjà pas mal d'idées. Il s'agit dans un premier temps d'identifier les besoins des membres de la vision et de pouvoir trouver nous-mêmes les fonds à travers la création d'un fonds d'investissement qui pourra accompagner ces personnes-là qui se sentent la fibre entrepreneuriale. Parce qu'une chose est sûre, nous ne pourrons pas tous produire. Il y en a qui sont plus appelés à être des professionnels, mais il y en a qui sont formellement bien habilités par le Seigneur pour diriger des entreprises qui vont assurer les besoins des membres du réseau. Donc, c'était les propos de nos panélistes. Dans le chat, on a pas mal d'interventions. Donc, si Franck Hervé est de retour, il peut prendre la parole. À défaut, Raïssa ouvre son micro pour poser formellement sa question. Raïssa. Raïssa a écrit on pourrait communiquer autrement dans la recherche de fonds. Nous sommes plus de 200 dans la vision. On pourrait faire des appels à souscription d'au moins 10 000 par an et plus. Et chaque membre de la vision devra payer le montant auquel il aura souscrit pour contribuer elle n'est pas spécifiquement du projet Mon Refuge. Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais c'est son point de vue. Voilà ce que Raïssa a dit concernant la collecte de fonds pour le projet Mon Refuge. Je ne sais pas si Evra veut intervenir par rapport à cette préoccupation. Franck Hervé, on te prend tout à l'heure après la mise au point d'Hervé sur le point de Raïssa.
Voilà, donc je prends comme Evra est là et qui va répondre. Non, je voulais juste compléter pour faire en un coup. Il y a aussi une intervention d'un autre membre, Sir James, qui disait que il est difficile justement de se donner ou d'investir quand on ne voit pas, on va dire, dans le détail comment est-ce que les fonds sont gérés et tout. Donc, on va dire, dans le cas spécifique, par exemple, de mon refuge, ça peut sembler une boîte noire et ça n'encourage pas. Maintenant, il y a d'autres cas aussi. Et ce qui veut dire, c'est que c'est plutôt général pour des activités qui sont groupées, pour lesquelles on manque de visibilité aux détails sur ce qu'on fait. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ces différentes questions. Concernant mon refuge, Raissa propose quelque chose qu'on fait déjà. Donc, il y aura très, très prochainement, on l'a fait par rapport à la construction du centre de retraite. On a même, certaines personnes ont même pris des engagements qu'elles ont respectés sur 2 mois et après, elles n'ont plus respecté. Malgré toutes nos relances, arrivé un moment, ça devient du harcèlement et tu es obligé, en guillemets, de laisser la personne en paix. Parce que je te relance une fois, 2 fois, sur un engagement que toi-même tu as pris. Bon, ça devient difficile en fait. Donc, on le fera encore sur mon refuge. Et cette fois-ci, on a décidé d'utiliser une autre stratégie. C'est pour ça que depuis là, elle n'a pas encore constaté cela. On a décidé de passer par les différents responsables d'entité. Et puis par la suite, ils vont cascader à leurs différents membres et qui pourront prendre des engagements. Il y a un formulaire même qui a été déjà lancé. Voilà, je ne sais pas si peut-être on n'a pas eu l'info. Sinon, il y a un formulaire qui a été fait, qui a été proposé à tous. On va répandre la communication très bientôt après avoir échangé avec les différents responsables d'entité. Concernant la visibilité, bon, je ne sais pas si peut-être, je sais pas si l'information n'arrive pas, mais on a même dernièrement encore fait le point de toutes les entrées par rapport, que ce soit au centre de retraite comme à mon refuge, par rapport au montant des entrées et ce qui a été fait en termes de construction. On va essayer de trouver le moyen, en tout cas, de toucher la plupart des membres de la vision. Sinon, on le fait. On fait des rapports, on met clairement le nombre de personnes. On ne peut pas citer les noms, donc on donne le nombre de personnes, on donne les montants qui ont été obtenus, où ça a été investi, et on prend des photos généralement pour montrer en fait l'évolution des travaux. C'est vrai que, par exemple, tu peux donner un certain montant, tu n'as pas forcément peut-être une visibilité sur la caisse, mais au moins, quand tu vois les travaux évoluer, tu sais que ton argent va quelque part, en guillemets. Au moins, ça, c'est une preuve physique. Donc, il peut voir déjà les photos des bons. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, on avait seulement que la chapelle et le premier dortoir. Aujourd'hui, on a un appartement, on a des toilettes, on a une indépendante et on est en train de construire aujourd'hui mon refuge. Donc, c'est quelque chose qui est palpable. C'est plus même que des rapports qui peuvent même être harmonisés. Voilà, donc on a des preuves palpables. Il peut même se rendre à Hébron, on pourra constater que les travaux sont en train d'avancer. Donc, je pense que sur ce point-là aussi, je profite en même temps pour demander aux gens, lorsque on appartient à une vision, il est bien aussi de s'intéresser à la vision. Si par exemple, tu te rends compte, tu connais à peu près, même le fondateur, il est très ouvert, que tu as des préoccupations, que il n'y a pas de problème, tu peux approcher même le fondateur pour poser ton problème. Moi, je me rappelle très bien, quand j'ai connu la vision, c'était ma première retraite au niveau des bons, la première fois que j'allais, et il y a le reste pour Kevin qui expliquait un peu comment. J'étais complètement étonné, et je me suis approché du reste pour Kevin, mais comment se fait-il que on n'arrive pas à pouvoir construire avec tout le monde et toute la qualité des personnes qu'on a. Donc, il m'a expliqué et j'ai intégré le groupe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai intégré le groupe. Donc, s'il est vraiment intéressé, qu'il vienne et qu'il intègre le groupe. Voilà, avec ses idées, avec ses propositions, je pense qu'on aura une meilleure visibilité et on pourra mieux diffuser l'information. On prend bonne note. On fera l'effort de lui faire parvenir toutes les informations qu'il faut. Personnellement, je vais prendre son numéro et je vais lui envoyer directement les informations sur son portable. Donc, Sir James, on t'enverra directement les informations. Moi, je voulais un peu abonder dans le même sens qu'Evra, en m'appuyant un peu sur un passage de Romains 12, verset 5, qui dit: Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour dire quoi? C'est pas forcément le pull-off. C'est pas simplement forcément que ça soit le responsable d'une activité qui vienne forcément faire un point auprès des membres du réseau. Parce que je pense que du simple fait qu'on soit membre du réseau nous amène à chercher à savoir un peu comment fonctionnent les autres entités. Je pense que la grande vision, et bon, il voit, est vraiment large. Il y a pas mal de compartiments parce qu'il y a le réseau des étudiants, il y a le RPCI qui demande pas mal d'autres qui ont des projets internes. Mais je pense que l'ensemble de la vision a un projet ou a des projets qui sont adoptés par tous les ensembles, par tous les sous-ensembles. Donc, en tant que membre, n'attends pas forcément
du moment où tu es membre du réseau, n'attends pas forcément que un rapport te soit fait. Je pense qu'il y a l'approche individualiste. Tu peux approcher simplement le responsable d'une entité ou le responsable d'un projet pour savoir un peu comment se déroule le projet. C'est vrai qu'il y a la responsabilité du responsable ou il y a la responsabilité du responsable de projet de faire les points en fonction de l'évolution des actions. Mais en tant que membre, je pense qu'on a la possibilité de se côtoyer. L'une des difficultés, certainement, que j'ai peut-être relevé au niveau de la vision Hébron, c'est que on fonctionne par, je dirais pas affinité, mais par groupe, c'est-à-dire le RPCI avec ses différentes entités, il y a, etc., que je ne maîtrise pas forcément, mais je pense il faudrait qu'on arrive à fédérer toutes ces entités-là, soit au niveau peut-être d'une structuration spécifique qui réunit tous les sous-ensembles, les responsables des sous-ensembles, à même de pouvoir se donner les informations au fur et à mesure. Peut-être c'est le problème qui fait que l'autre qui est dans le RPCI, qui n'est pas forcément peut-être au MISI, ne sait pas véritablement ce qui se passe là-bas. Effectivement, et donc on touche là à un point important, qui est la communication. Mais avant d'y arriver, quelqu'un en salle veut intervenir. Evra, pour les projets, c'est juste une contribution, une proposition. Pour les projets qui intéressent l'ensemble de la vision, il serait intéressant qu'on ait une plateforme où vous mettez que les rapports et les points d'avancement. On ne bavarde pas beaucoup là-bas. Chaque fois, tout le monde est sur la plateforme. Quand on fait un rapport, on balance l'état d'avancement. Si on n'a pas le temps de voir Evra, qu'on a la plateforme, on est dessus, on verra peut-être une fois par mois l'état d'avancement des choses. On va là-bas pour prendre l'info et on progresse. Pour les projets qui nous rassemblent, nous tous, ça vous facilitera la tâche parce que tu ne vas pas prendre le temps d'envoyer à tout le monde individuellement. Ça sera compliqué. On dit chaque 15 du mois, Evra doit faire peut-être le point de mon refuge parce que ça concerne toutes les entités. On intègre. Celui qui dit n'a pas l'information, va sur la plateforme. Tu as les différents rapports, tu as l'état d'avancement, tu as les photos. Et puis, une fois peut-être par période, organiser une visite guidée, comme tu dis, c'est bon. Ce trimestre-là, on va visiter l'évolution du chantier. Tu as les rapports qui sont sur la plateforme et tu as la visite physique pour voir un peu. Et puis, les experts, quand ils regarderont, ils pourront évaluer, ils sauront que les rapports sont en adéquation avec ce qui a été fait. Je pense que comme ça, au fur et à mesure, on pourra avancer sur les choses. Ça nous facilitera à tous la vie au niveau de la grande vision. Voilà. Alors? Ne nous oubliez pas, nous les entrepreneurs. Parce que... Je peux intervenir maintenant. Franck, vas-y. Enfin. D'accord. Moi, je suis un peu confus dans la direction de l'échange. Je ne sais pas si ça devait être une lucarne en fin de discussion, mais on parle de la mise en place d'un réseau et là, on tombe sur mon refuge, sur les œuvres de mon refuge, qui a participé, qui n'a pas participé. Bon, là, finalement, on ne répond pas au thème. C'est mon avis. Franck avait. Revenir sur le Allô? terminer. Je pensais que tu avais terminé. Vas-y. Voilà. Si on peut revenir sur le sujet, moi j'ai bien aimé ce qu'a développé Evra quand il disait réseau d'affaires. Est-ce que d'abord ceux qui sont dans le réseau sont tous des hommes d'affaires? Parce que c'est peut-être ça d'où vient le problème. Si on a une frange seulement de 10% d'hommes d'affaires qui face à 90% de professionnels, la seule chose qu'on peut bâtir dans un tel contexte, c'est mettre en place peut-être des moyens de financement. Mais en termes de s'entraider, comme il a parlé de chaîne de valeur, on ne pourra pas parce que la plupart sont des professionnels. Donc, je pense que c'est quand même pertinent ce qu'il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, bâtir un réseau, c'est un réseau d'hommes d'affaires, un réseau de professionnels? Voilà, de quoi on parle? Voilà, c'est ma petite contribution. Shalom. Merci Franck Hervé. Alors, concernant la première partie de ton propos, on a parlé de Mon Refuge parce que c'est un projet qui fédère quand même toutes les entités de la vision. Et quand on parle de consommer réseau, à l'entame du propos, on a défini le réseau comme un ensemble de personnes qui vont mettre des ressources ensemble pour atteindre un objectif commun. Et Mon Refuge, en l'occurrence, c'est un projet commun aux membres, en fait, à la vision Hébron. Donc, c'est dans ce cadre-là que Raïssa et Sir James étaient revenus sur Mon Refuge. Et c'est pour ça que, avant que tu ne prennes la parole, on s'était longuement étendu dessus. Sinon, effectivement,
on est toujours sur le même thème au sujet de consommer réseau, pourquoi et comment réussir. Donc, selon ce que tu as dit dans ton intervention, c'est qu'effectivement, si on se retrouve dans un ratio 90% de professionnels et 10% d'entrepreneurs, il est difficile de bâtir un réseau d'affaires. Et donc, dès l'entame, il fallait savoir de quel côté on se trouve. Est-ce qu'il est question de bâtir un réseau de professionnels ou il est question de bâtir un réseau d'affaires? Ou j'ajouterais, est-ce que dans cette configuration mixte, on peut développer quand même le produire et le consommer réseau? Donc, les panélistes vont nous apporter des repères par rapport à ce propos. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Franck avait dit, parce que lorsqu'on parle de réseau et qu'on parle de réseau d'affaires, il faut voir les différents acteurs. Lorsqu'on parle d'affaires, il y a plusieurs acteurs qui interagissent. Il y a l'agent a besoin de financement, c'est-à-dire celui qui est dans le réseau et a besoin d'un financement pour développer son activité. Il y a l'agent à capacité de financement, celui qui a les capitaux, qui n'est pas forcément entrepreneur ou qui n'est pas forcément homme d'affaires ou forcément, je dirais, professionnel. Parce que le réseau en lui-même, il est pluridimensionnel, hein. Il y a des étudiants qui sont étudiants, mais qui ont peut-être une fibre entrepreneuriale ou une fibre d'homme d'affaires. Il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs. Donc, c'est de savoir dans le réseau qui a besoin et qui en a à donner. Et ça, je reviens encore pour parler de formation, d'éducation. Parce que tant qu'on n'est pas suffisamment instruit, en tant que peut-être fonctionnaire, de savoir que j'ai la possibilité de financer un projet, peut-être de Anidjo, qui soit ouvre son capital pour me permettre d'y entrer, et le fait que je sois fonctionnaire me permet d'y aller, je ne vais pas y aller. Donc, c'est une question de volonté, c'est une question aussi d'instruction. Parce que moi, je le dis clairement, parce qu'on travaille un peu sur le fonds d'investissement, le gros problème qu'on va certainement rencontrer, c'est est-ce que les membres sont suffisamment formés à cela? Parce que traditionnellement, on n'a pas cette culture d'investissement. On a une culture d'épargne. La plupart des personnes vont te dire, moi, je travaille à la fin du mois, l'essentiel, c'est de mettre mon argent quelque part pour que ça soit en sécurité. Mais combien sont prêts à véritablement investir? Et ces personnes qui décident d'investir, c'est des personnes à la limite qui prennent souvent des risques. Mais combien sommes-nous chrétiens déjà, avant même de parler d'affaires, d'hommes d'affaires, combien sommes-nous chrétiens à prendre des risques au niveau de tout ce qui est investissement? Donc, que ce soit professionnel, que ce soit entrepreneur, que ce soit homme d'affaires, je pense qu'on forme tous, c'est nous tous qui formons le réseau. Maintenant, c'est de voir en fait les actions de chaque entité, de chaque personne. Que ce soit au niveau de mon refuge, il y a toujours un système de moyens de suivi. Je pense que de manière claire, dans le système capitaliste, lorsque tu investis quelque part, il y a tout ce qu'il faut comme reporting. Je pense qu'au niveau du social business, avec certainement peut-être les autres projets sociaux, c'est des choses qui doivent se mettre en place. Mais lorsque tu investis quelque part, il y a un moyen, il y a tout un système de regard qui te permet de savoir comment cela avance. Que je sois instruit ou pas, l'essentiel, c'est que j'ai déjà en moi la volonté de vouloir contribuer. Parce que l'objectif, c'est de vouloir contribuer. Et combien sont ces personnes-là dans le réseau, je ne dirais même pas le réseau, dans la grande vision, ils vont y voir, qui sont prêtes à vouloir contribuer. Mais on veut que la vision nous donne, mais on n'est pas prêt à donner. C'est ça le problème. Donc, avant de parler même de combien de pourcentages sont prêts à investir, il faut savoir d'abord combien sommes-nous prêts même à vouloir apporter un plus à la chose. Parce que comme l'a dit le Fondo, il faut voir le problème à la base et il faut s'investir dans tous les secteurs. Parce que tant qu'on reste sur une approche assez, je dirais même pas en profondeur, on va toujours tergiverser. Se disant que je dirais même nos concurrents sont soit nous-mêmes. Mais le véritable problème, c'est qu'on n'est pas en concurrence avec nous. Nos véritables concurrents sont ceux qui sont au-delà de nous, mais de plus en plus qui viennent sur notre terrain pour créer des petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a de grands groupes qui commencent à créer les petites entreprises dans lesquelles nous-mêmes on se débrouille ou on se défend. Donc, si on ne réussit pas à les emmener sur nous-mêmes notre propre terrain à partir de la solidarité qui est en perte de vitesse, le fait qu'on a perdu nos repères, parce que chacun évolue dans son monde à lui, que ce soit professionnel, quand on passe même le pourcentage, il n'y aura pas d'implication. Il n'y aura pas d'implication. Plutôt, moi, ma préoccupation jusqu'à présent, je ne suis pas encore arrivée à satisfaction dans l'évolution du thème, c'est-à-dire le consommer réseau. Le consommer réseau. Moi, ma préoccupation, je suis entrepreneur. J'ai des activités, je suis dans un réseau. Mais je ne sens pas le consommer réseau. Parce que mon activité, ce n'est pas des activités, comment je vais dire, extra, ou je vais dire des activités qui n'ont pas attrait aux besoins quotidiens.
Mais je me rends compte que mes frères du réseau, si je peux le dire, puisque nous sommes chrétiens à la base, préfèrent consommer ailleurs. Et après, on me demande peut-être de participer ou bien de consommer ce que mes frères produisent. À un moment donné, je ne me sens pas, je veux dire, je ne me sens pas soutenue et je ne peux pas m'investir à 200% ou bien à 1000%. Parce que le fait de soutenir, quand on dit consommer réseau, ce n'est pas forcément acheter réseau, mais on peut, comment je veux dire, conseiller. Conseiller. Pour nous, par exemple, je donne un exemple assez simple. On a une page, moi j'ai une page Facebook pour la vente pour mon magasin de vêtements. Mais si je peux compter sur le bout de mes doigts ici, mes parents du réseau, quand je dis mes parents, c'est-à-dire mes frères du réseau qui ne fait que s'abonner ou bien pour regarder ou bien mettre un seul j'aime. On n'a pas cette culture. On s'attend à quoi? Parce qu'on est là, on va s'étaler dans je dis, des théories, des stratégies, mais on ne se bouge pas effectivement. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Selon le dernier propos d'Annie Jo, Evra, dans son propos, disait il ne savait même pas que Annie Jo, avec une boutique de vêtements, de vente, d'habits d'hommes et de femmes. Moi, déjà, il a soulevé un point qui est important, c'est le problème de communication. Alors, si Evra ne sait pas que Annie Jo a cette boutique, il ne peut pas aller mettre un pouce sur sa page. Il y a déjà ce point-là. Et effectivement, on est convaincu que dans ce réseau, énormément de personnes sont braquées ou sont peut-être parties parce qu'ils ne se sont pas sentis soutenus. Mais je vais peut-être faire de la publicité gratuite. Bon, c'est sa chance à lui. On a un groupe WhatsApp où je suis convaincue que la centaine, on doit être plus de 200 dans le groupe WhatsApp. Il y a un monsieur qui s'appelle Doudou Joël, qui a une structure qui s'appelle Mon Chips. Je suis convaincue qu'au moins une fois, si quelqu'un dans le groupe WhatsApp a vu une de ses publicités passer, il est sympathisant du réseau RPCI. C'est vrai que Annie Jo dit qu'elle n'a peut-être pas vu de pouce, mais est-ce que Annie Jo a déjà peut-être mis le lien de sa page sur le groupe et n'a pas vu d'évolution? Et est-ce qu'il y a eu de la constance? Parce qu'on pointe du doigt, chacun de son côté pointe du doigt l'autre. Mais est-ce qu'il y a eu de la constance? Est-ce qu'il y a eu, ça s'est fait de façon répétée sans se lasser? Cette histoire de Mon Chips là, c'est allé jusqu'au point où un jour ma collègue m'a dit, mais toujours je vois le poste là, Maëva, pardon, qui vend Mon Chips là? Il faut commander ça, je vais goûter. Mais en fait, c'est de la persévérance après. Mais ce que je veux dire, c'est que les responsabilités sont partagées. Déjà, pour qu'on soit soutenu, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Dans le consommer réseau, c'est là où Evra disait, mais on est ensemble, mais est-ce qu'on sait, par exemple, ce que Maëva fait? Est-ce qu'on sait ce que Annie Jo fait? Je pense que le RPCI est en train de trouver une réponse à cette question à travers la mise en place d'une plateforme qui va nous permettre de savoir ce que chacun fait. Et je pense que ça pourra faciliter les choses. Donc, c'est ce que je voulais apporter au propos de Annie Jo. Ensuite, Franck a donné des points aussi concernant le propos de Franck Hervé sur la définition profonde même du réseau, au-delà de nos différences, que ce soit professionnels ou entrepreneurs, chacun a quelque chose à apporter. Chacun peut apporter en fait sa pierre à l'édifice pour que le consommer réseau ou le produit réseau soit une réalité. Parce qu'effectivement, en finance, il y a toujours des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement. Tout le monde ne sera pas en train de sortir des entreprises de terre. Il y aura des gens comme moi, par exemple, qui ont leur épargne, mais qui cherchent en fait des endroits où investir. Et c'est là où on va venir dans le business de Annie Jo parce qu'elle sera en train d'ouvrir son capital. Et on ne va pas aller mettre notre argent ailleurs parce que Annie Jo est du réseau. Donc, c'est vraiment, comme il a dit, beaucoup de formation. C'est vraiment beaucoup d'éducation. Donc, je crois que Evra... Du genre, moi, ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on est plus du genre, quand elle ouvre son capital, ou bien il y a un père à faire, on vient, on pique ce qu'on a piqué et puis on s'en va. Mais bien, ce qu'on produit, ce qu'on va vendre, les marchés pour lesquels on a besoin de financement, on a besoin aussi de pouvoir les vendre, d'avoir des acheteurs. Il y a ça aussi. Bien entendu. Parce qu'on ne va pas se décarcasser. Ce que je veux dire, c'est-à-dire se décarcasser, avoir des opportunités, être confronté au problème de financement et venir vers vous pour financer. Alors que peut-être même, vous, dans les situations où vous êtes,
vous pouvez nous donner cette opportunité-là même. Et en plus de l'opportunité, participer, contribuer à lever les capitaux pour les réaliser. Bien entendu. Je crois que Evra veut intervenir. En fait, moi, je commence à être perdu dans le débat. Moi, je voulais revenir. Il faut qu'on essaie de. On est venu en fait dans l'objectif d'inciter, je pense, d'inciter nos frères à d'abord à chercher à entreprendre et d'inciter nos frères aussi à chercher aussi à se rapprocher des personnes qui sont dans l'entreprise pour voir réellement si, au lieu d'acheter ailleurs, mieux vaut acheter avec ces personnes. Donc, essayons de voir avec ces deux problématiques-là, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, mais comment on peut échanger pour apporter un certain nombre de solutions. Donc, commençons d'abord par le problème d'hommes d'affaires. On est tous conscients. Voilà, moi je me rappelle très bien que quand j'étais à l'université, je n'avais pas forcément l'intention de créer une entreprise. Mais à force d'écouter certaines personnes, à force d'échanger avec certaines personnes, tu te rends compte que tu es en train de perdre quelque chose en n'ayant pas ce type de pensée ou bien ce type d'idée. Et au fur et à mesure, tu commences à développer, simplement parce que tu as écouté quelqu'un rendre son témoignage. Je me dis aujourd'hui que l'une des raisons pour lesquelles notre réseau ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas forcément ce cadre d'échange-là qui permet aux gens de voir un peu le bien fondé de la création d'une entreprise ou bien ce qu'ils peuvent gagner à prendre ce risque-là. Parce que tout le monde a peur de prendre un risque, ça c'est clair. Maintenant, après, est-ce qu'il y a un cadre qui est mis en place, un cadre d'échange, par exemple au niveau du réseau professionnel? Est-ce qu'il y a un cadre d'échange qui est mis en place où on invite tous les membres de la vision à venir, à créer des panels, c'est-à-dire des groupes de personnes sur des thématiques? Aujourd'hui, on est en train de faire ça via Zoom, mais c'est des choses qu'on peut faire ensemble pour inciter les gens à avoir envie de créer une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, je n'avais pas l'intention, par exemple, de faire certains investissements, mais quand on m'en a parlé, je l'ai fait, j'ai essayé. Donc, s'il y a certaines personnes à qui on parlera et qui auront envie d'investir, certaines personnes à qui on parlera et qui auront envie eux-mêmes d'être leaders de leur business et de commencer quelque chose. Maintenant, par rapport à la consommation interne, comme j'ai dit, est-ce que, par exemple, Annie-Jo a demandé à ses sœurs ce qu'elles aiment avant, par exemple, d'ouvrir le magasin? Ou bien est-ce qu'elle s'est approchée de certaines personnes de la vision pour savoir ce que les hommes... je prends l'exemple de Amor et Laetitia. Avant de commencer même à mettre en place ce groupe-là, ils ont posé des questions par rapport à la vie des familles. Ils ont compris qu'aujourd'hui, s'ils doivent faire une formation, c'est une formation qui doit aller dans l'éducation des enfants. Donc, s'ils lancent la formation, c'est sûr que les gens seraient intéressés parce qu'ils savent que Amor et Laetitia a pris en compte leurs préoccupations. Mais aujourd'hui, je prends encore d'autres exemples. Même au niveau de la fixation des prix. Il faudrait qu'on soit concurrentiel sur le marché. C'est vrai qu'on veut faire un réseau. C'est vrai que certaines personnes peuvent peut-être aller à un sacrifice. Mais si moi, je vais acheter quelque chose chez un frère du réseau et que je me rends compte qu'il est hors du marché en termes de prix, si je suis assez franc, qualité-prix, si je suis assez franc, je lui dis la vérité. Si je ne suis pas franc, je me tais et puis je ne reviens plus. Comment? Non. Je le dis parce que je parle du comportement des gens, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter, en fait, que certaines personnes aient certaines... Moi, je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Par exemple, une des membres de la vision qui a ouvert, qui a commencé à vendre des poulets. Elle m'en a proposé. Moi, je suis à 300 mètres d'une ferme, au niveau du kilomètre 17. Je prends les poulets à 2000 là-bas. Donc, quand elle m'a dit que son poulet est à 2500, il lui a dit, ah, tata, c'est vrai, je suis dans le réseau, il doit consommer tes poulets. Mais si tu veux qu'il prenne tes poulets, tu me fais à 2300, je prends. J'ai augmenté le prix, mais j'ai regardé aussi ma poche. Donc, je suis même allé chercher même ces poulets-là chez elle. Voilà, c'est du carburant. Tu ne regardes pas tout ça parce que tu te dis que tu dois aider en fait cette personne. Mais si elle restait, par exemple, à son prix initial, je ne prenais pas, mais je suis dans le réseau. Si quelqu'un d'autre fait à ce prix-là, je vais prendre ça chez lui. Voilà, donc, voilà, justement, pour rebondir sur ça, fondamentalement, comme moi j'ai analysé, que je vous ai écouté, une contribution, je me rends compte que finalement, le consommer réseau, ce qui nous bloque là, c'est deux choses. La communication, parce qu'il faut savoir qui fait quoi, il faut savoir qui est dans le réseau. Mais l'autre aspect dont on discute moins, c'est la gestion de la concurrence. Parce que généralement, dans un réseau, on a plusieurs qui font le même service. Donc, comment moi, je vais choisir une personne et pas l'autre? Les réseaux qui sont forts
aujourd'hui, là, ils ont un système qui fait que on a plusieurs personnes qui font le même service. On a au moins un système d'attribution de marché. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, concurrent, je peux promouvoir l'activité de mon autre concurrent. Autre niveau de concurrence personnelle. Je suis dans le réseau. J'ai par exemple telle personne qui fait un service, qui vend des poulets. Mais dans ma famille, j'ai quelqu'un aussi qui vend poulet. J'ai besoin de poulet. Je vais acheter où? Donc moi, je pense que c'est ça aussi dont on devrait discuter. Comment on gère la concurrence sur un réseau chrétien pour s'assurer que euh, dans un même réseau, si on a des personnes qui font le même business, au moins on a les mêmes opportunités, ne serait-ce que de visibilité ou bien d'attribution des marchés. Et puis individuellement, même les membres du réseau, là, comment on se gère par rapport à nos engagements extérieurs? Quelle vraie priorité on donne à tel réseau dans lequel on est et pourquoi on a ce taux de priorité-là? Quand il voulait intervenir aussi. Voilà, comme je disais, il y a tellement de choses que on doit reconduire peut-être ce thème-là. Déjà, là, le gros souci, c'est de poser d'abord les fondamentaux. Il y a des gens qui sont dans un groupe, mais qui ne sont pas dans un réseau. Il faut que déjà dans la tête, le gars sache c'est quoi un réseau, quelle est son implication dans le réseau. Si c'est pas très clair, on va toujours revenir sur ces mêmes choses-là. Je suis dans le groupe, la vie du groupe ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je viens faire? Si je suis dans un réseau, qu'est-ce qu'on entend par réseau? Quelle est ma contribution pour que le réseau bouge? Si déjà ça c'est bien clair, le reste c'est juste une question de structuration. On pourra s'entendre. Mais si je n'ai pas les mêmes intérêts, parce que quand quelqu'un dit je ne sais pas qu'un jour fait telle chose, si tu es vraiment impliqué dans un réseau, le réseau veut que tu ailles vers tous ceux qui sont membres pour leur demander, pour échanger au moins une fois. Donc tu as plus ou moins une petite cartographie de ce que Evrad fait, de ce que Barbouza fait. Parce qu'on est un réseau. Un réseau, c'est comme une famille. Donc, tu vas venir me dire, moi, okay, je suis dans le réseau, mais je ne sais même pas où Bécanté habite. Tu es dans le groupe, tu n'es pas dans le réseau. Maintenant, après, est-ce que son offre est en adéquation et autres, tout et tout, ça vient après. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, si l'offre n'est pas bonne, je lui dis, parce que n'oublions pas, la dame peut faire son poulet à 2000, l'autre fait à 2300, mais toi, tu as deux parts d'une femme. Elle allait prendre peut-être à Azagué, elle est venue à la maison. C'est deux contextes différents. Donc, il faut, quand on a fini, on met tout ça dans la balance et puis on analyse. Parce que si on veut regarder ça, je ne vais jamais aller payer chez Annie Jo parce que le cabinet que je brûle pour aller prendre une robe chez elle, à deux pas de chez moi, il y a un magasin qui fait moins cher, peut-être bien qu'il y a peut-être 1000 francs de différence. Donc, c'est compliqué. Donc, déjà, aplanissons les bases et puis après, pour l'offre, service, prix et autres, on pourra définir les choses et puis bien creuser. Voilà. Fréquentons-nous parce qu'on est dans un membre de l'autre, c'est différent d'être dans un groupe. Et aujourd'hui, au niveau de la grande vision, nous appartenons à des groupes, mais nous n'appartenons pas à la vision. Voilà. Juste une phrase, hein, c'est vraiment, c'est Stéphane Barbouza. Par rapport au problème que le frère Evra a soulevé, il est très important, moi je pense que pour qu'un réseau puisse évoluer correctement, c'est de faire un retour de la qualité de service à l'entrepreneur qui est membre. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'est aussi un blocage parce que souvent, on teste le produit du frère. Et comme on est dans un réseau qui est fraternel et tout ça, on a du mal à dire la vérité. Et quand c'est comme ça, on fuit, on ne like plus ces pages ou bien on ne fait plus ça. Et voilà. Je pense que dans ce souci, on doit pouvoir dire, mon frère, ton poulet, là, c'est peut-être 2500, moi je l'ai à 1900 ou bien 2000 francs. C'est une réalité. Maintenant, le membre qui a l'esprit entrepreneurial doit pouvoir trouver une solution, se battre pour trouver une solution. Maintenant, nous aussi, de notre côté, qui sommes consommateurs, avec l'esprit réseau, on peut dire, bon d'accord, si je dois acheter 3 fois le poulet dans le mois, je vais te consacrer au moins un poulet et puis les 2 autres, jusqu'à ce que tu trouves la solution. Mais c'est de dire franchement quoi, jusqu'à ce que tu trouves la solution de mes 2000 francs, je suis prêt à acheter un poulet et puis les 2 autres là, je suis chez mon gars. Maintenant,
dès que tu trouves ma solution, moi, je suis à 100% chez toi. Je pense que cette honnêteté-là va vraiment nous aider à évoluer. C'est ce que je voulais apporter. Vraiment, je voulais réagir sur ce que quand tu as eu à dire. Il a totalement raison sur le fait qu'on est plusieurs groupes dans la vision. On n'appartient pas totalement à la vision. Je pourrais dire totalement à la vision. Donc, et j'ai appris que le RPC est en train de mettre en place une plateforme pour pouvoir permettre en fait de regrouper toutes les personnes qui ont une activité ou bien qui ont des offres de services ou même des trucs à proposer. Ce qui rend difficile notre fonctionnement au niveau de la vision, c'est qu'on est pratiquement à 100 à l'heure dans nos différentes activités. On a du mal on se regroupe peut-être 1, 2, 3 fois dans l'année de façon globale. Le réseau, c'est des gens qui se retrouvent tous les jours pratiquement, qui se rencontrent beaucoup, qui échangent beaucoup sur certaines thématiques bien claires. Donc, qui permettent en fait aux personnes autour d'elles de pouvoir gagner en expérience sans avoir commencé même à travailler, mais sans avoir commencé même à investir. Par exemple, je prends un exemple. Le cas de l'élevage même de poulets. Si par exemple, on est vraiment un réseau, le seul fait qu'il y ait une seule personne qui a fait du poulet, qui a eu des problèmes, nous tous, on a l'expérience de faire poulet, là, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais si on n'a pas en fait ce cas d'échange-là, pour mener les gens à... Moi, le seul fait d'échanger avec certaines personnes m'a permis de comprendre que si tu veux faire certaines choses, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Donc, automatiquement, je gagne en expérience sans avoir même commencé même déjà à mettre une activité en place. Donc, il y a ce côté-là aussi, le côté de comment on fait. Mais comme on est beaucoup, mieux vaut, parce qu'on ne pourra pas forcément se regrouper tous, mieux vaut créer des panels ou bien des thématiques qui vont regrouper un certain nombre de personnes. Si, par exemple, on parle d'élevage, qui sont ceux qui sont intéressés par l'élevage? Enregistrez-vous, par exemple, sur tel groupe et trouvez un moyen d'échanger avec un professionnel qui va vous intéresser en fait à l'activité. Si, par exemple, moi, je veux faire peut-être de la communication, je veux faire de l'événementiel, il faut qu'on trouve un professionnel et on invite tous les membres de la vision à se mettre autour en fait, de ce thème-là. En fait, ça va faire qu'on créera de petits groupes au finish qui vont finir par fédérer parce que c'est des entreprises qui vont créer. Donc, moi, je suis beaucoup plus, en tout cas, pour qu'on puisse échanger beaucoup, pour apprendre à tout un chacun, comment il faut faire, en tout cas, d'abord, un, pour investir, et puis de deux, pour pouvoir vendre dans le réseau. Parce que ça c'est un véritable problème. Aujourd'hui, voilà Anijo qui a son magasin, mais qui n'arrive pas à vendre dans le réseau. Donc, voilà. Il vend très bien à l'extérieur du réseau, qui n'arrive pas à vendre dans le réseau. C'est vrai, il peut avoir le problème en interne. Mais on peut résoudre ce problème simplement par une stratégie marketing interne. Voilà, et on a des professionnels même de marketing dans la vision qui peuvent en fait aider à résoudre ce problème en interne. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je crois qu'on touche au point même de l'intervention. Comment y arriver? Je pense qu'à ce propos, Franck aussi veut donner son point de vue. Je pense que au niveau même du réseau, de la grande vision et bon y voir, il faut qu'on comprenne une chose. Le réseau même d'affaires qui est mis en place n'est pas le centre où tu vas faire ton marché, où tu vas faire ton chiffre d'affaires. C'est un support d'aide. C'est un support pour te booster en tant que tel. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça déjà. Au niveau de la communication, je pense que ça, c'est un problème qui revient pratiquement dans toutes les entreprises. Au niveau de la vision, c'est aussi un problème parce que je pense que même peut-être Kevin est là. Après avoir plusieurs fois répété aux gens de s'inscrire, jusqu'à présent, peut-être même les statistiques pourront le dire autant. Mais il faudrait, comme quand il a dit, il faut segmenter les différents secteurs d'activité. Peut-être qu'il y a l'une des solutions. On est des entrepreneurs, nous sommes entrepreneurs dans divers secteurs. C'est de se mettre ensemble par secteur d'activité déjà, voire faire des études au niveau même de la concurrence qui est. Parce que quand je prends le modèle libanais, c'est comme ça fonctionne. Hein. Ils sont des Libanais qui ont plusieurs entreprises dans plusieurs activités. Mais lorsque vous partez d'un Libanais à un autre, vous allez voir que pratiquement c'est le même prix. Mais ils sont concurrents dans le fond. Mais ils ont réussi à harmoniser tout ça. Ce qui renvoie encore à la question de communication, puisqu'ils se rencontrent régulièrement pour travailler sur l'offre de prix, sur tout ce qu'il faut, et également aussi sur la qualité. Parce que le client, lui, il voit la qualité-prix, lui, il juge qualité-prix. C'est-à-dire, il voit le produit, il voit est-ce que ça répond à ses besoins, est-ce qu'il a les moyens pour le faire, et est-ce que c'est un produit de qualité.
C'est vrai qu'il y a, il y a le souci qu'a relevé le SG, à savoir ne pas frustrer l'autre du moment où son produit n'est pas de qualité comme on le souhaite. Pour ne pas le frustrer, on le laisse et on va ailleurs. C'est pas aussi aider le réseau. Donc, je pense que déjà, c'est de soit se mettre ensemble par affinité commerciale. Je suis dans la distribution, je suis dans telle chose. On essaie de voir comment travailler ensemble sur une offre de prix qui puisse aller avec l'esprit de réseau et puis voir comment beaucoup plus même aller au-delà. Parce que moi, je pense que lorsqu'on est dans un réseau, c'est pas la consommation même interne qui doit être la priorité. C'est de voir comment toucher le marché extérieur et s'implémenter de manière globale. Parce que si on s'attarde sur le marché interne et on ignore le marché extérieur, forcément, on est face à des difficultés aussi. Donc, je pense que c'est peut-être une des solutions, c'est de voir comment on peut ensemble postuler à des offres de marché plus complexes, plus grandes. Voilà, moi, c'est comme ça, c'est ce que je vois. Shalom. Donc, dans le chat, on a des interventions aussi. On va être charitable, on va leur donner la parole. Donc, Sir James, à la main levée, tu peux ouvrir ton micro pour participer à l'échange. Ok, allô, bonsoir à tous, shalom, j'espère qu'on m'entend. Shalom, on t'entend. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un très bon thème qu'on a ce soir, en fait, qui touche un peu le cœur même du RPCI. Donc, moi, en fait, ce que j'ai redit sur ce point-là, c'est que déjà, pour parler de réseau, il faut qu'on ait une vision, en fait. Pourquoi est-ce qu'on on veut en fait fonctionner en réseau? Est-ce que c'est pour conquérir des marchés? Est-ce que c'est pour influencer? Mais il faut tout le monde soit d'accord d'abord sur cette vision-là, parce que c'est ça qui va motiver un peu le réseau. Donc, dans l'existant, qu'est-ce qu'on a? On a les Libanais qui fonctionnent en réseau, qui sont pas forcément formés, comme certaines personnes ont parlé de formation. Ils sont pas qui n'ont pas reçu peut-être toutes les formations, mais qui ont un code de fonctionnement qui fait de telle sorte que tout reste chez eux, tout se partage entre eux. Donc, c'est ce code-là aussi qui est utilisé par les Nigérians, par les Mauritaniens. Donc, c'est un code qu'on doit définir pour le réseau RPCI. Donc, pour moi, ça passe déjà par identifier les différents business. Déjà, qui fait quoi à communiquer. Parce que, bon, on va dire comme dans le réseau, il faut s'intéresser aux autres. Mais bon, il y a Maïva qui a pris l'exemple de mon chips. Mon chips, c'est vrai qu'on sait qui le fait, mais bon, déjà en communiquant, on sait déjà qu'il y a un gars qui fait un business qui concerne mon chips. Donc déjà communiquer, segmenter les business par domaine d'activité, c'est déjà un bon point. Après, je pense qu'il faut élaborer en fait le code. En fait, on a le réseau. Quel est le code de fonctionnement du réseau? Je prends l'exemple, quand je vais chercher par exemple des pièces à Bobo, le mécanicien qui m'a fait entrer par exemple à la casse, si je reviens un autre jour à la casse, personne d'autre ne peut venir me prendre pour m'amener vers une autre personne. C'est cette même personne-là qui va m'introduire encore vers peut-être de nouveaux magasins autres. Donc, il faut qu'on définisse un code. Il faut qu'on puisse respecter ce code qu'on va définir. Il faut un comité d'arbitrage, en fait, de ce code. Pour la partie qualité, pour les remontées, pour tout ce qui est problème de non-exécution de ce code entre membres. Et après, il faut que chacun puisse gagner quelque chose. Qu'est-ce que je gagne? Il y a deux points, en fait, pour parler de gagner. Est-ce que c'est par rapport à la vision d'influencer que je demeure dans le réseau, que je fonctionne, que j'achète chez une personne du réseau, que même si c'est pas bon, j'achète chez une autre personne du réseau. Bon, il faut qu'on puisse savoir exactement ce qu'on gagne. Donc, est-ce que c'est le fait aussi d'ouvrir les business peut-être des personnes qui sont dans le réseau à l'actionnariat? Bon, franchement, il faut qu'on puisse trouver un moyen qui va permettre, à défaut de la vision, si la personne peut-être n'épouse pas la vision, qu'il puisse gagner quelque chose d'autre de concret en participant au réseau. Et il faut bien dissocier la partie business de la partie prière, groupement de prières RPCI. Ça, je pense que c'est un point très important. Parce que si on parle de business, ce n'est plus le même sentiment. Là, c'est le blé, c'est gagner, c'est investir, c'est pour gagner, c'est pas pour s'amuser en fait. Donc, je pense que c'est ces différents points que je voulais partager avec tout le monde et puis bon.
Je vous Shalom. remercie. Merci, Sir Shalom. James, pour ton intervention. Evra n'est pas Oui, d'accord avec le point. excuse-moi, mais c'est ton dernier point là. Voilà, le dernier point là où tu as fait la différence entre le fait d'être, entre guillemets, chrétien, le fait de prier, et puis le fait d'être businessman, que ce n'est pas les mêmes intérêts. Le roi, que ce soit le roi Salomon, que ce soit ces grands hommes de Dieu, ils étaient très proches de Dieu, mais ils avaient de très bons business. Voilà, donc, non, ce que moi je veux dire, en fait c'est un peu délicat parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent. C'est-à-dire, il y a des règles. En termes de business, il y a des règles à suivre. Voilà, donc il faut respecter ces règles-là, mais il ne faut pas écarter, il ne faut pas faire une différence entre moi, je ne veux même pas qu'on parle même de différence entre le groupe de prière et puis sinon, on n'a même pas parlé de réseau professionnel chrétien. Enlevons le chrétien en même temps si on veut faire la différence entre le groupe de prière et puis le réseau professionnel. Donc maintenant, si on est d'accord qu'on est tous d'abord des groupes de prière, c'est cette base-là qu'on va. Donc il y a un code de déontologie qui nous suit, qui est la Bible. Donc sur la base de cette Bible-là, il y a des actions qu'on peut mener. Par exemple, en tant qu'entrepreneur chrétien, je ne peux pas me permettre d'accepter d'être corrompu. Par rapport, par exemple, et c'est la prière simple qui peut nous emmener à refuser d'être corrompu. Voilà, non, je préfère en fait être plus précis, je comprends. Voilà, donc je dis que voilà, pourquoi dire c'est pas de l'amusement à la fin, là, le fait de prier aussi, c'est pas de l'amusement. En fait, je préfère être clair sur ce point-là, parce que il ne faut pas que ça porte à confusion. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de différenciation à faire entre le groupe de prière et puis le réseau professionnel, mais seulement c'est l'adéquation entre les deux. Comment trouver le juste milieu pour éviter en fait de rester à ne faire que prier. Là, je suis d'accord. Après, on a fini de prier, on a eu des idées divines. Comment on les met en place? Par exemple, tu as parlé du code. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'on instaure un code qui nous permet en fait d'aller de l'avant, de pouvoir suivre une vision. Comme je le disais d'entrée de jeu, il faut qu'on sache clairement, quand on est dans ce réseau-là, qu'est-ce qu'on recherche réellement? Si par exemple, on se dit que c'est pour influencer les secteurs d'activité, comme tu as le dit, on définit ces secteurs-là et on définit une stratégie pour pouvoir influencer ces secteurs-là. Si par exemple, on décide aujourd'hui de pouvoir, on se dit par exemple dans 10 ans, il faut qu'on puisse conquérir le secteur du poisson. Donc on se met ensemble, on définit une stratégie, on commence très bas, on commence à revendre avec les grossistes. Après, on essaie de monter jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre conteneur. C'est comme ça qu'on peut influencer certains secteurs d'activité. Comment j'ai regardé un peu les autres, notre structuration est un peu différente des réseaux professionnels habituels. C'est un peu différent. Je parle de toute la vision et pour y voir de façon générale. Donc, il faut qu'on ait des projets, comme je le disais d'entrée de jeu, qui permettront de pouvoir interagir sur toute la chaîne de valeur et pour que chacun puisse gagner quelque chose, comme tu as le dit tout à l'heure, frère. Donc, mais moi, je ne veux pas qu'on fasse une différenciation entre le groupe de prière et puis le groupe d'investisseurs. C'est parce qu'on a mélangé les deux qu'on parle des réseaux professionnels chrétiens. Shalom. Shalom. Annie Jo voulait clarifier le dernier point concernant la distinction. Je crois que Maxime. Je peux clarifier hein, s'ils veulent bien, mais bon, je laisse Annie Jo parler. Ben, je voulais parler. Shalom, s'il vous plaît, on vous donnera la parole au moment opportun. C'est Annie Jo qui s'exprime en ce moment. Ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire, ici, quand on parle de réseau professionnel chrétien, c'est-à-dire, on va mener le business de manière autrement. C'est-à-dire, nous, on ne fera pas de pot de vin parce qu'on est chrétien, on croit en Dieu, on a une ligne de conduite, une certaine éthique à maintenir. C'est de ça qu'il parlait. Maintenant, c'est-à-dire, si toi, tu n'es pas performant ou bien tu n'es pas, je veux dire, tu n'atteins pas les objectifs, on est en business. Tu es certes mon frère chrétien, je te reprends, mais si tu ne fais pas avancer mon business, si je peux le dire, c'est ce que Maxime a voulu nous expliquer, on ne peut pas continuer ensemble. Mais ça n'empêche pas que tu es mon frère, que tu sois frère chrétien. Donc, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, nous, les chrétiens, on est honnêtes, on est intègres dans la conduite de notre business. Mais ça ne fera pas de nous des gens redoutables en affaires. C'est-à-dire, si tu n'es pas rentable, tu n'es pas opérationnel, c'est vrai que tu es mon frère, mais dans la paix, je te dirais que ce n'est pas performant ou ça ne répond pas à mes critères en tant que client ou bien en tant qu'acheteur ou bien consommateur.
Merci. On va donner la parole à Flore Djidja. Ce sera la dernière intervention qu'on aura. Si elle nous entend, elle peut ouvrir son micro et s'exprimer. Shalom, allô? Shalom, je veux dire merci à tout l'ensemble de l'équipe de m'avoir convié à ce Zoom sur le réseau, c'est ça? Et je me rends compte que je suis dans un groupe de chrétiens, on a parlé de prière, tout ça. Et puis, c'est basé sur le fait aussi que nous sommes tous chrétiens. Allô? Shalom. Oui, c'est bien ça. Allô? Allô? Oui, oui, vous m'entendez? On vous entend difficilement en fait. Vos phrases sont coupées. Et là, vous m'entendez mieux? C'est bon, allez-y. D'accord, donc je disais qu'on est tous chrétiens à la base, n'est-ce pas? D'accord, donc je me dis en fait qu'avant tout investissement, parce que je vois que si c'est un réseau d'affaires de près de 200 personnes, il serait opportun de voir en fait qu'est-ce que les personnes veulent faire exactement. Si c'est pour investir simplement ou bien si c'est pour booster leur entreprise. Dans ce réseau, il y a des personnes qui ont des entreprises. Moi, par exemple, j'ai une entreprise qui est à la recherche d'investissement. Et c'est ce qui m'a attiré, en fait, quand j'ai vu le mail. Et là, je suis dans l'agro-transformation et dans la restauration en priorité d'abord. Donc, pour moi, d'abord, c'est comment faire d'abord ensemble pour avoir des fonds de financement. Shalom. Voilà, des fonds. En fait, Shalom. Oui, allô? On a malheureusement perdu Flore. Mais je crois qu'avec le début de sa phrase, on a eu... Moi, je vous entends. Hein. Vous m'entendez? Allô, Shalom. Vous m'entendez? Moi, je vous entends bien. Allez-y. D'accord. Donc, je disais que pour moi, il faut faire des levées de fonds. C'est-à-dire d'abord voir ce que les membres du réseau souhaitent, pour certains. Voir au juste, parce que c'est un réseau. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont prêtes à investir dans des affaires. Il y a d'autres personnes qui ont déjà entamé des affaires. Et je suppose qu'il y a une direction qui coordonne tout ça. Donc, voir comment, en fait, faire des levées de fonds pour celles qui ont des projets qui sont déjà entamés et pour celles aussi qui veulent investir. En sorte que ces deux branches-là puissent d'abord être coordonnées. Ok, c'est bien noté. On peut se servir du réseau pour que le réseau soit aussi un point de clientèle. Pas un seul point, mais au moins un des points premiers de clientèle. Pour une personne, par exemple, qui débute dans l'entrepreneuriat, le réseau peut être un des points premiers de clientèle. Aidé par les membres du réseau qui ont peut-être des formations en marketing ou même en technicité ou même en production et autres. C'est pour cela que moi, à mon avis, il faut faire des formations entrepreneuriales, et ça j'ai déjà fait, qui sont pratiques et qui sont organisées par des structures crédibles, qui peuvent permettre à une personne déjà, peut-être qui a un projet qui n'a même pas encore commencé, de déjà savoir comment se mettre en route. Donc, c'est des choses, il faut peut-être voir dans le réseau, quels sont ceux qui ont les moyens de financer, mais quels sont ceux qui sont en attente de financement et comment est-ce que se mettre ensemble, coordonner tout ça là, en sorte que chacune des personnes est dans le réseau sur à quoi il aspire. Je pourrais dire qu'on peut mettre des fonds même premiers de base, une levée de fonds de base, et à savoir qu'après, peut-être c'est 5% que la personne commence à rembourser juste pour aider la personne à entamer quelque chose. Mais c'est suivi. C'est suivi. Donc, tout ça, il faut s'organiser à cela. Voilà. D'accord. Sans compter qu'aujourd'hui, on a affaire, si on est un réseau chrétien, il faut beaucoup prier. C'est-à-dire que le fait de savoir, de se mettre ensemble,
de regarder peut-être une période de 2 mois, 3 mois avant d'entamer, de soutenir quelqu'un dans son projet. Il faut prier parce que toute chose aujourd'hui, la prière est importante pour moi dans les Merci affaires. beaucoup. Elle est très importante. Merci Ça beaucoup, permet de Flo. faire des ouvertures, de permet de rencontrer des potentialités. Montant. Tout ça. Merci Je voulais beaucoup. partager un peu. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour ces remarques et tout ça. Donc, c'est Stéphane Barbosa. Je vais passer le micro aux panélistes pour leur mot de fin en une phrase sur le thème. Je vais dire en fait peut-être la phrase qui tient réellement à cœur à chaque panéliste. S'il faut résumer peut-être toute leur intervention en une phrase. Et à la suite des panélistes, je donnerai un mot de fin où je vais rappeler un peu tout ce qui est fait au sein du RPCI dans cette dynamique de consommer réseau. Donc, Flore, tu auras la réponse lorsque j'interviendrai juste après les panélistes. Donc, je vais donner la parole en disant merci déjà à Franck Adjambri pour son intervention, pour les mots-clés qu'il a eu à donner. Et puis, voilà, quelle est cette phrase-là? Quelle est cette phrase que tu aimerais laisser à tous ceux qui nous suivent sur Zoom et tous ceux qui nous suivent actuellement en présentiel? D'accord, merci EG. Je vais terminer pour dire simplement qu'au vu des échanges qu'on a eus, je pense que ce qu'il faut développer pour permettre au réseau d'être puissant, c'est vraiment de définir des plans de développement personnel et peut-être même des plans de développement financier pour chacun. C'est-à-dire, avant même d'entrer au sein du réseau, il faudrait que l'individu définisse cela, c'est-à-dire de savoir quel est l'objectif qu'il vise, même qu'il veut atteindre lorsqu'il intègre même ce réseau-là. Ça va permettre aux membres dirigeants de savoir comment orienter cette personne-là ou comment développer ce qu'il faut comme action. Merci beaucoup, Franck, pour cette phrase. Évrard? Moi, j'aimerais terminer mon propos en parlant du changement de mentalité, de communication. Je termine mon propos en parlant de changement de mentalité au travers de formation, de beaucoup de communication pour éviter en fait que certains membres de la vision n'aient pas l'information adéquate et de beaucoup de partage d'expérience. Merci beaucoup. Changement de mentalité, éducation. Moi, la phrase qui me vient en tête après tous ces échanges, c'est « Ensemble, on est plus fort ». Engagement. Donc, nous devons retenir cela. Ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup, Madame Bosson, pour cette phrase-là qui est très courte et très chargée de sens. Donc, encore merci à la modératrice du jour, Maëva, pour toutes ces synthèses qu'elle a eu à montrer. Donc, le réseau du professionnel chrétien influent qui est en partenariat avec Indey, qui nous accueille dans ses locaux aussi, qui a organisé ce moment, qui est un coworking space, un incubateur, un espace collaboratif où tous ceux qui se lancent dans le business peuvent avoir en fait un endroit pour développer leur business, coaching et un accompagnement même financier.